Ah bah vous venez, bah voilà, bah ça tombe bien. Parce que, bon, je voulais vous parler depuis un petit moment de cette histoire de couleurs. Parce que autour de nous, nous avons de la lumière et nous avons des couleurs. Et ça, c'est intéressant, parce que pour pouvoir voir les choses autour de nous, la première chose que l'on a à faire, mais vraiment, hein, c'est d'ouvrir les yeux. Bon, sur tout un tas de choses qui se passent autour de nous, ça, on l'a bien compris, et de ne pas laisser les yeux fermés pour tout un tas de choses qui se passent autour de nous. Ça, on est d'accord. Mais une fois qu'on a ouvert les yeux, ça ne veut pas dire qu'on voit. Pour pouvoir voir, il faut que la lumière puisse finalement partir de la source lumineuse, arriver jusque dans nos yeux. Et c'est là que c'est génial, parce qu'il se passe bien sûr tout un tas de choses. La lumière avant, c'est quoi? Alors bien entendu, les scientifiques, le problème c'est qu'ils ont plusieurs réponses à cette question. Il y en a qui vont vous dire, oh bah la lumière bien évidemment c'est une onde électromagnétique, une succession finalement d'un champ électrique qui oscille dans l'espace et dans le temps. Et puis au même moment, un champ magnétique perpendiculaire qui fait la même chose, etc. etc. Et puis d'un autre côté, il y a tout un tas d'autres scientifiques qui vont faire, ah non, 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 non. Il s'agit de photons, de petits grains de lumière qui vont très très vite, qui se déplacent à 300 000 km par seconde, etc., etc., etc. Alors ce sont des grains ou ce sont finalement des ondes? Eh bien vous le savez, à très petite échelle, il est difficile de distinguer s'il s'agit d'ondes ou de particules, puisque le comportement peut être tantôt l'un, tantôt l'autre, c'est-à-dire que c'est certainement quelque chose de bien plus compliqué qu'une onde ou une particule, mais on ne peut pas se figurer ce que c'est. D'autant plus que pour regarder, il faudrait l'éclairer avec de la lumière, donc on s'en sort jamais, vous voyez l'histoire. Bon, enfin, bref, peu importe ce que c'est. Partons sur l'idée qu'il s'agit de photons. Photons, finalement du grec qui veut dire lumière, enfin peu importe, ce sont des grains qui se déplacent à 300 000 quasiment, hein, grains, 300 000 km par seconde. Ça veut dire que le temps de dire lumière, ils ont fait 4 fois le tour de la Terre. Vous imaginez, c'est juste hallucinant. Oui, enfin, on s'en fiche. Si jamais la lumière va vite, très bien. Dans ce cas-là, on ne peut pas vraiment l'attraper. Et puis, elle rebondit dans tous les sens. Et quand elle rebondit sur quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a de l'interaction. Tantôt, le photon peut passer à travers quelque chose sans aucun problème. Et il va donc courir très très vite. Ou alors légèrement être dévié. Et tantôt, il va se prendre des objets en pleine figure. Et alors là, forcément, il y a plusieurs solutions. Soit il est absorbé, c'est-à-dire que finalement il rentre à l'intérieur de la matière, soit finalement il est réfléchi. En général, c'est un mélange un peu des deux. S'il est absorbé, la matière récupère cette énergie lumineuse, et puis, si jamais il est réfléchi, eh bien, il y a une partie qui est absorbée et l'autre partie qui est réémise. Exemple, il peut être aussi transmis à travers ce liquide qui est jaune. Alors pourquoi ce liquide est jaune? La lumière, au départ, elle est blanche. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais pourtant, eh bien, elle contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ah, vous ne me croyez pas? Eh bien, faisons l'expérience comme avait fait Newton. Prenons un prisme. Et on va regarder de près. Et si vous regardez de près dans un prisme, vous allez pouvoir voir des petits arcs-en-ciel. Alors, je vais essayer de tourner les choses pour bien les voir. Attendez. Ah, là, j'en vois quelques-uns qui sont là. Ah oui, ils sont beaux, hein. Moi, personnellement, j'en vois. Je ne sais pas si vous les voyez, mais moi, je les vois pas mal. Voilà. Et alors, ça veut dire quoi, ces arcs-en-ciel? Ça veut dire, en fait, que quand on se prend dans l'œil de la lumière blanche, on se prend du rouge, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu, du violet, tout ça en même temps sous forme de lumière, et puis nous, on fait bouh, c'est lumineux. Forcément, parce qu'il y a beaucoup de lumière. Maintenant, quand cette lumière arrive à travers quelque chose de jaune, ou sur quelque chose de jaune, une partie est absorbée. Et le reste est soit renvoyé, soit transmis. C'est-à-dire qu'en fait, ceci est jaune parce que ça mange tout, quasiment, sauf le jaune. Eh oui. Donc ceci est rouge parce que ça mange tout, quasiment, sauf le rouge. Et ceci est bleu parce que ça mange tout, sauf le bleu. C'est un peu comme les enfants à la cantine, vous savez comment que c'est. Vous leur donnez à manger des brocolis, ils font « Oh non, j'aime pas trop », etc. Donc ils vous renvoient du vert en pleine figure. C'est la même chose. Finalement, les grains, les molécules qui sont là, elles mangent certaines choses et elles renvoient d'autres. Bon, très bien, on est content, on a compris, c'est super. Maintenant seulement, vous me dites, mais il n'y a pas les autres couleurs. Alors les autres couleurs, pour tout vous dire, vous pouvez les obtenir à partir de celles-ci, sans aucun problème. Je prends par exemple ce rouge et ce jaune. Regardons ici, je place le rouge et le jaune l'un par rapport à l'autre. Et puis pour être sûr, je vais placer un petit fond blanc ici pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Et on va regarder ici, vous obtenez de l'orange. Donc on a ici, hop, orange, ici, rouge et jaune. Je remets ici, on a la couleur orange. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, vous avez un mélange de ce que
ce qui est absorbé ici et ce qui est absorbé là. Et au final, on a à partir de ces deux couleurs primaires obtenu une couleur secondaire. Faisons la même chose avec d'autres. Hop, voilà. On a cette fois-ci du vert, c'est bien net. Et on peut faire la même chose encore une fois avec... En plus, on peut faire non seulement des additions de couleurs, mais des soustractions. Alors là, on a un violet qui n'est pas forcément toujours bien visible. C'est pas toujours simple à voir, mais on a quand même cette idée de violet. En plus, je peux faire violet moins bleu égale rouge, et je peux faire bleu plus rouge égale violet. Vous voyez, je peux aller dans les deux sens. Et alors, contrairement au fait d'ailleurs, lorsque je prends un récipient, que je mets du jaune, je verse du bleu, cette fois-ci, j'obtiens bien du vert, mais cette fois-ci, ce vert, je ne peux pas séparer le jaune du bleu. J'ai donc un mélange de colorants qui me permet d'obtenir quasiment toutes les couleurs que je souhaite. Et alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas le blanc. Comment j'obtiens de la couleur blanche? Eh bien, pour obtenir la couleur blanche, tout simplement, je l'obtiens en renvoyant tout. Si je renvoie tout, c'est comme la lumière, c'est blanc. D'ailleurs, vous connaissez des gens comme ça aussi à la cantine, ceux qui finalement mangent rien. Ils vous disent « Oh, j'aime pas trop le rouge, j'aime pas trop l'orange, j'aime pas trop le jaune, j'aime pas trop le vert, je suis allergique au bleu, bof, le violet, bof, bof, bof. » Et au final, ils renvoient tout. Et on a cette couleur finalement de la lumière de base, et si elle est blanche, bien entendu, ça renvoie du blanc. Et le noir alors? Oh bien, c'est quelque chose qui renvoie rien. Vous l'avez déjà vu aussi à la cantine, des gens ou autour de vous. Combien de fois ai-je entendu des choses avec des gens qui finissent les assiettes des autres. J'ai même des fois entendu donne-moi ton vert, je finis ton rouge. J'ai entendu des tonnes de choses. Enfin, voilà. Et donc, quand ça renvoie rien, c'est comme dans une pièce noire. Eh bien, c'est sombre. Bien, j'ai compris cette histoire de lumière, tout ça, d'accord, mais ça ne nous dit pas comment est produite cette lumière. Cette lumière, on sait comment elle interagit un petit peu pour nous donner ses couleurs, mais on ne voit pas bien comment elle est produite. Elle est produite par, finalement, excitation de la matière. Vous savez que tout ce qui est autour de nous est fait de petits grains de matière tellement petits qu'il faudrait prendre l'épaisseur d'un cheveu, l'agrandir jusqu'à la hauteur du mont Everest pour voir un truc qui fait 1 ou 2 cm. C'est ce qu'on appelle des atomes. Et ces atomes, eh bien, ils sont faits d'un noyau central et d'électrons autour. Et quand ces électrons montent et descendent, eh bien, ça émet de la lumière. Si vous n'êtes pas convaincu, faisons une première expérience pour vous montrer les choses. Je vais prendre ici un petit cornichon. Je prends mon petit cornichon ici, je le branche là. Alors, ce n'est pas une expérience qu'il faut faire chez soi si on ne sait pas ce qu'on fait. Bien sûr, faites-moi confiance, je fais les choses en toute sécurité. Voilà. Bon, sauf que le cornichon va peut-être mourir dans cette expérience. Je suis vraiment désolé pour le cornichon, mais voilà, normalement, ça devrait à peu près bien se passer. Alors, je vais prendre de quoi brancher en toute sécurité. Donc, j'ai un petit système particulier que je ne vais pas donner en détail ici parce que ce n'est pas le but de l'opération. J'arrive tout de suite, vous rassurez-vous. Voilà, je me sécurise pour que les choses puissent bien fonctionner. Voilà. Et je vais brancher ici mon cornichon. Et ici, quand j'appuie sur le petit bouton là, normalement, voilà, il se met à luire. Alors ça vous montre non seulement, vous voyez ici, là, donc il ne faut pas toucher quand même, il faut faire attention, mais on voit, il est mort là, cette fois-ci là c'est fini, je crois qu'on ne va pas pouvoir le retarder. Je débranche en toute sécurité quand même les choses, on va vérifier, mais je crois que là cette fois-ci il a vécu ce pauvre cornichon. Voilà, alors il fume et il sent affreusement mauvais, même à travers le masque, pour être tout à fait honnête. Mais il s'est passé quelque chose, il s'est transformé en lampe d'autoroute. Vous l'avez vu comme moi. Ça veut dire que non seulement quand on est un cornichon, on peut finir lumineux, ça c'est une bonne idée, c'est une bonne nouvelle. Et puis surtout, ça nous montre qu'il se passe quelque chose d'étrange, on peut produire de la lumière avec un cornichon. Pourquoi est-ce qu'on branche des cornichons ? Eh bien parce qu'en fait, alors il ne faut pas le faire, c'est une idée simplement que j'ai eue, ça fonctionne un peu comme une ampoule. Mais seulement, il se passe un petit phénomène un petit peu différent dans le cas de notre cornichon. Notre cornichon est fait de cornichons et puis de sel.
Le sel, c'est du chlorure de sodium, d'accord? Bon, c'est-à-dire un petit sodium qui est là, sel de cuisine. Il est petit, il est comme ça, il a une charge positive. Et puis à côté de ça, il y a un énorme chlorure comme ça qui est négatif, qui est là, qui se balade à côté. Et puis c'est assez amusant parce qu'ils sont ensemble juste parce qu'un a une charge opposée par rapport à l'autre. Puis ils sont comme ça, ils vivent tranquilles, tout le monde est content, dans une espèce de solution un peu vinaigrée, tout va bien. Seulement, moi, j'ai placé 2 électrodes. Ça veut dire que d'un côté et de l'autre du cornichon, je peux maintenant produire de l'électricité. Si je mets de l'électricité, notre sodium qui est chargé positivement va être en contact d'électrons qui sont des charges négatives dans l'électricité. Au départ, le sodium est là et il se dit tous les jours, j'ai envie de rencontrer dans la vie une charge négative pour vivre ensemble avec moi, ça sera l'amour fou et tout. Oui, d'accord, mais il a le chlorure. Et le chlorure, lui, le problème, c'est que c'est une espèce de gros zinzin comme ça qui a une charge un peu répartie un peu partout, donc ça n'intéresse pas tellement le sodium. Donc le sodium dit mais non, mais je ne vais pas les chlorures parce que ça, il y a trop de fluoritude autour, ça ne m'intéresse pas. Il faudrait quelque chose de plus, comment dire, juste des charges pures. Et là, le problème, c'est que notre sodium ne rencontre jamais ça. Avant que je mette finalement de l'électricité. Et quand je fais ça, il se passe quelque chose de génial. Il voit enfin des charges négatives. Imaginez qu'une électrode est là, l'autre est là, et donc il fait « Ma, que bella, c'est la charge négative, je vais la chercher ». Sauf qu'en fait, eh bien, pas de chance. Pas de chance, mais que de chance, pas de chance, c'est horrible. Ce qui se passe, c'est que finalement, la charge négative qui est là, elle va sauter de l'autre côté parce que nous avons des charges négatives qui oscillent, nous avons un courant alternatif. Alors quand il arrive là-bas, la charge est déjà là-bas. Alors du coup, on va par ici, mais elle est déjà là. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Il court après un idéal et il n'arrive jamais à rattraper. Eh bien oui, et au final, qu'est-ce qui se passe? Il va taper tout le long dans tout ce qu'il y a dans un cornichon. Et quand il fait ça, il y a excitation de la matière et donc production de lumière. Bon, je suis content, hein? Parce que c'est finalement, on peut faire des choses géniales avec même des cornichons. Mais on peut aussi faire une réaction beaucoup plus douce. Hein. Ah bah oui, on peut faire par exemple des réactions, vous savez, vous l'avez peut-être déjà vu bien sûr, ces petits bâtonnets qu'on a là et qui produisent de la luminescence. Alors je vais en craquer 2. Et pour vous montrer que c'est une réaction chimique qui a lieu pour faire cette lumière, eh bien en fait, on va, alors bien sûr, il ne fait pas complètement noir, donc on ne peut pas bien voir les choses. Mais chez vous, je suis sûr que vous pourrez faire la même chose. Vous voyez que mes bâtonnets sont allumés tranquillement. Et maintenant, je vais placer mes bâtonnets dans 2 tubes. Un tube chaud et un tube froid. Et quand je regarde ce qui se passe, alors bien entendu, il faut que je chauffe encore peut-être plus mon tube qui est ici, mais vous allez voir que progressivement, la lumière de celui-ci va augmenter. Alors, je ne fais pas comme dans les émissions de télé, hein, rassurez-vous, je ne prends pas un autre tube, mais je le mets vite fait à chauffer pour être sûr qu'en fait, eh bien, ça fonctionne. Alors, on y va, c'est parti. Je le mets à chauffer. Alors, vous allez dire, dans quoi je le mets à chauffer? Ah ben, j'aurais pu vous montrer. Je le mets dans un petit appareil électrique qui permet de chauffer les tubes. Alors, je sais que ça, on l'a qu'au laboratoire, mais peu importe. Chez vous, vous pourriez prendre un petit chalumeau, des petites choses. Enfin, j'ai pas de souci avec ça. Hein. Et quand vous faites ça, effectivement, vous allez constater que ça brille davantage. Alors, avec la lumière qu'on a ici, je ne sais pas si vous pourrez voir la différence, mais chez vous, j'en suis convaincu, vous allez vous amuser à regarder ça. Et si c'est le cas entre les 2 tubes, ça veut dire qu'il y a une réaction chimique et que cette réaction chimique est d'autant plus rapide que la température est importante. Et au bout d'un moment, on augmente cette vitesse à laquelle la réaction a lieu. D'ailleurs, ça me fait penser, il nous reste en fait tellement peu de temps pour que je puisse vous dire. J'aurais pu vous montrer par exemple comment transformer un nounours en feu d'artifice. J'aurais pu vous montrer tout un tas de choses, mais le temps passe trop vite et j'ai l'impression qu'il nous reste même pas 2 minutes pour terminer. Alors bon, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah, cette expérience pleine de poésie. Je pourrais vous montrer que on a parlé tout à l'heure d'absorption de lumière et de réémission, mais on pourrait parler d'absorption de lumière que l'on ne voit pas, les fameux ultraviolets. Au-delà du violet, vous avez une lumière qu'on ne voit pas très bien, qui est l'ultraviolet. Eh bien, il y a des substances qui sont capables de manger des ultraviolets et de réémettre une couleur visible. Alors moi, je disparais derrière ce petit cadre en carton pour pouvoir vous faire une jolie réaction. Attention, c'est parti. Et là, vous allez remarquer quelque chose de sympathique.
vous allez voir qu'au fur et à mesure, il va y avoir fluorescence. Je vais en mettre un petit peu plus quand même pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Et là, vous avez quelque chose qui est simplement magique. Vous avez cette substance qui est capable d'absorber des ultraviolets et elle réémet une couleur jaune-verte. Et donc, au final, vous avez une propagation, telle une méduse, de ce magnifique schéma de fluorescence. Comme quoi, la lumière, finalement, ça éclaire pas seulement les esprits, mais aussi notre vie, l'âme, la poésie, l'humanité tout entière. Enfin bref, vous avez compris, on peut faire tellement de choses. Oh que c'est beau, moi je vais peut-être l'accrocher au mur, celle-ci, je ne sais pas ce que je vais faire. Enfin bon, moi je vous dis à bientôt, parce que j'ai plein d'autres choses à vous montrer, et je vous remercie infiniment, et rendez-vous pour de nouvelles, belles expériences. Au revoir. Ah vous arrivez, vous me dites rien. Bah, j'étais en train de penser. Oui, parce que je me disais tout à l'heure, je vous ai déjà parlé, je sais plus, je vous en ai déjà parlé. On peut mélanger des couleurs. Bah oui, on peut mélanger des couleurs et obtenir des choses bien prévisibles. Vous voyez, du jaune avec du bleu, ça fait du vert, tout ça. Enfin, on a déjà testé des choses comme ça, ou en tout cas on a envie d'en tester, donc on peut en tester. Mais parfois il y a des choses qui nous semblent un petit peu plus, comment dirais-je, magiques. Un petit peu comme si je pouvais verser cette eau ici, et puis finalement, ne jamais réussir à la retrouver. Ça serait complètement hallucinant et ça n'aurait aucun sens, parce que, à moins que je puisse finalement expliquer les choses et de nouveau faire couler l'eau. Ça, ce serait complètement de la science et pas de la magie. Parce que finalement, entre la science et la magie, c'est l'histoire de l'explication. Alors moi, je vais essayer de vous rendre les choses un peu moins magiques et un peu plus scientifiques, mais on va essayer que ça soit quand même assez sympathique. Quand on mélange des liquides, on se dit forcément les choses doivent arriver comme ceci. Jaune plus bleu, rouge plus bleu, ça fait des couleurs qu'on connaît. Rouge plus bleu, par exemple, ça doit faire forcément du violet. Hein. Alors on va essayer ici. J'ai bien pris de l'eau qui est colorée en rouge et je remplis jusqu'à ras-bord ici. De l'autre côté, j'ai de l'eau froide ici, bleue. Voilà, jusqu'à ras-bord. Bah, d'ailleurs, ça dégouline partout, c'est affreux. Mais alors, si je m'amuse à prendre ce récipient et le mettre sur celui-ci, comment ça va fonctionner? Alors, essayons. Pour cela, bah, donc, je prends une petite plaque que je mets comme ceci. Voilà, j'ai essayé de faire ça proprement. Oups. Oh, c'est lourd. Ouh là. Voilà. Voilà. Hop. Et je vais prendre celui-ci là. Hop là. Voilà. Et pour bien faire, il faut maintenant le retourner. Bon, c'est là que c'est un peu plus compliqué, qu'il faut utiliser tout son corps. Hop. Voilà. Faire proprement, en tout cas aussi proprement que possible les choses. Voilà. Ça n'est pas facile, hein. Chez vous, du coup, vous pouvez prendre un gros aquarium, essayer le truc. Voilà. Parfois, il faut souffrir un peu pour faire de la science, mais enfin, globalement, on devrait s'en sortir. Comme quoi, on dit que les scientifiques font jamais de sport, moi je sais pas. Alors, on tire délicatement, c'est là que l'opération est la plus compliquée. On va regarder ce qui se passe comme ça. Prenez votre temps, hein. Faites bien les choses. Voilà.
c'est là que vous êtes bien tranquille à la maison, sur un fauteuil, en train de me regarder, en train de faire ça. Franchement, et on dit, franchement, quand je vois, ça me... Hein, vous pourriez venir quand même un petit peu m'aider, mais enfin bon, je vois que vous n'avez pas envie. Tant pis pour vous. Et voilà. Enfin, si je casse pas le truc à la fin, ce serait dommage. Ah et du coup, j'ai bien de l'eau sur de l'eau. Ah oui, c'est bizarre, hein. Je vais essayer que vous puissiez bien voir le truc. Ah ouais, là, on le voit bien. Hein. On voit bien que l'eau, eh bien, finalement, elle peut rester sur l'eau. Ça, c'est quand même... moi, je comprends... Hein? Alors, bien sûr, ça peut s'apparenter à de la magie tant qu'on ne l'explique pas. Expliquons les choses. Nous avons ici, en réalité, de l'eau chaude. Vous allez me dire, c'est quand même de l'eau. Oui, mais attention, quand elle est chaude, les petits grains de matière ne se déplacent pas à la même vitesse. Quand il fait froid, vous savez, c'est un petit peu comme arrière-grand-papy qui traverse la route, et ça va pas très vite. Et puis quand on chauffe davantage, ça ressemble à des gens dans le métro qui se bousculent, et c'est ça. Alors ça prend plus de place, vous voyez. Puis à la fin, ça ressemble même à des enfants qu'on amène dans un parc d'attractions. On dit, allez-y, achetez ce que vous voulez. Alors du coup, ça prend de la place, de la place, de la place. Et du coup, l'eau chaude prend plus de place que l'eau froide. Mais elle pèse pareil. Et si elle prend donc plus de place par rapport à ce qu'elle pèse, ça veut dire qu'elle a une densité, finalement, qui est pas la même, parce que la masse reste la même, mais le volume change. Donc vous voyez que le rapport M sur V ne va pas être le même dans le cas de l'eau chaude et de l'eau froide. Et donc si on le ramène à l'eau, ça veut dire que la densité, directement, la masse volumique, la densité ne sont pas pareilles. Celle qui a la densité la plus faible, c'est-à-dire l'eau chaude, va vouloir rester au-dessus. Et celle qui a la densité la plus forte, l'eau froide, va rester en dessous. Par contre, si on avait fait l'inverse, si on avait mis l'eau froide au-dessus et l'eau chaude en dessous, faites l'expérience chez vous. Alors, prenez peut-être pas des énormes vases, et puis mettez pas de l'eau bouillante dans du verre, ça peut casser. Faites attention, prenez de l'eau tiède, ça suffit, je veux dire, il n'y a pas de problème. Eh bien, de l'eau tiède, de l'eau glacée ici, et si vous faites l'expérience à l'envers, vous allez avoir un mélange qui va se créer. Pourquoi ? Parce que finalement, si vous mettez le bleu ici, il a envie de descendre, et si vous mettez le rouge ici, c'est-à-dire le chaud, il a envie de monter. Et au final, ça se brasse, et vous êtes la personne qui a inventé l'eau tiède. C'est un petit peu ballot comme histoire. Mais là, ça fonctionne. Alors je suis très content de cette expérience, mais je la trouve sympa. Je vais peut-être la laisser comme ça, parce que j'ai peur que ça tombe. Ouf, puis on aurait pu la renverser, on aurait pu se dire, ah tiens, je vais essayer de la... Non, on va pas le... Non ? Comment ? Pour la moquette. Oui, bon, je le ferai pas, d'accord. Bon. Mais chez vous, faites-le, si vous voulez refaire changer la moquette. Et d'ailleurs, tiens, j'ai du rouge et j'ai du bleu. Je me dis que logiquement, si je prends du bleu, en réalité, et je le vide, ça donne du... Comment ça, du bleu ? Mais non, vous n'avez rien compris. Bon, si je prends du bleu... Et alors, attendez, j'enlève ça pour que vous puissiez bien voir. Je place mon truc ici. Regardez. Si, vous mettez du bleu, ça donne du... Mais non, vous comprenez rien. Quand on met du bleu, ça donne du jaune. Le bleu donne du jaune. D'accord ? Comment ça, pas d'accord ? Si, le bleu donne... La preuve, c'est que je veux dire, c'est pas moi qui décide, c'est la nature. Le bleu donne du jaune quand on le vide. Par contre, attention, le rouge, quand on le vide, ne donne pas du tout du jaune. Non. Je peux aller plus fort, je peux transvaser carrément ce rouge, et finalement, ne pas transvaser sa couleur. Alors on y va. Je transvase le liquide sans transvaser la couleur. Oui, j'y peux rien, c'est comme ça, c'est la nature. Vous allez dire, qu'est-ce qui se passe si jamais je le mets dans le jaune ? Oui, on peut faire ça. Je vais le mettre dans le jaune, c'est celui-ci. Donc j'y vais, regardez, ça donne du jaune, bien évidemment. Voilà. Et vous allez dire, qu'est-ce qui se passe alors si je mets du bleu ici ? Là où on n'a pas transvasé la couleur, je vous l'ai déjà dit, ça donne du jaune. Voilà. Voilà, vous comprenez rien ? Ça tombe bien, oui, parce que pour l'instant, effectivement, il n'y a rien de scientifique là-dedans, c'est de la magie. Mais seulement, on ne vous explique pas, alors forcément. Mais si on vous explique, voilà. En réalité, il n'y a rien de magique dans l'histoire. J'ai pris des colorants qui étaient sensibles à l'acidité. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous avez déjà eu des choux rouges chez vous ? Ils ne sont pas rouges. Oui, bien évidemment, ils ne sont pas rouges. Pourquoi ? Parce que le colorant, il est sensible à l'acidité. Et du coup, quand effectivement il devient rouge, c'est-à-dire quand je transforme le raisin rouge le chou rouge en salade, j'obtiens enfin la couleur rouge. C'est comme l'histoire du raisin. Je vais vous parler de raisin parce que justement, ça passait dans mon esprit. Le raisin, il est noir, mais il donne du vin rouge. C'est la même histoire. C'est que les colorants changent en fonction de l'acidité. Et à l'inverse, bien entendu, quand vous avez un artichaut,
il peut être au départ d'une eau très verte quand vous le cuisez. Vous mettez un peu de jus de citron à l'intérieur et paf, ça va devenir complètement rose. Et bien là, celui-ci devient incolore quand je mets quelque chose d'acide et celui-ci devient jaune quand je mets quelque chose d'acide. Vous allez dire, mais vous avez rien mis. Mais si, je vous ai dupé comme tous les magiciens, j'ai mis un truc au fond, mais ça se voyait pas parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'est tout, quoi. Il suffit de regarder. Vous regardez pas, vous êtes là, vous êtes dans le canapé. Bon. Alors il faut regarder. Bon, une autre expérience, parce que nous sommes là pour faire de belles expériences, de grandes expériences, pas forcément des expériences que vous pouvez faire toujours chez vous. Je vous en propose souvent, et je vous en proposerai toujours au jardin expérimental, des expériences que vous pouvez faire chez vous. Mais j'aime bien de temps en temps vous montrer des expériences qu'on fait au labo, qu'on fait un petit peu plus grandes, etc. Parce que c'est un plaisir aussi de vous montrer des choses qui changent. Regardez par exemple ici. Bon, j'ai un liquide jaune. Vous allez me dire, si je le transvase, ça donne du... si quand il est bleu, il devient jaune, quand je le rends... Non, ça donne pas bleu, monsieur. Je vois que monsieur dit bleu, c'est n'importe quoi. Je veux dire, quand on regarde bien, c'est noir. Oui, si c'est bleu dans un sens, c'est noir dans l'autre. Non, vous comprenez toujours pas. C'est normal parce qu'il n'y a rien à comprendre. Parce que je ne vous ai pas expliqué, voilà pourquoi il n'y a rien à comprendre. Mais si je transvase le noir dans le jaune, ça donne quoi ? Ça donne noir. Évidemment, puisque c'est noir. Bon, alors du coup, vous comprenez toujours rien ? C'est normal. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va transvaser le noir. Donc si je transvase le noir cette fois-ci, vous l'avez compris, ça donne du jaune, exactement. Puisque le jaune transvasé, ça donne du noir. Donc le noir transvasé, ça donne du jaune. Qu'est-ce qui se passe si je mets le jaune dans le noir ? Bien évidemment, qu'il redevient jaune. Hein ? Vous n'avez rien compris ? C'est normal. Parce que je ne vais pas expliquer, c'est de la magie. Je vous dis, je fais d'abord de la magie, après de la science. Bon, alors j'explique. En fait, au départ, c'était jaune. Pourquoi c'était jaune ? C'est la question qu'il faut se poser. Là, on a fait des réactions acide-base. C'est-à-dire qu'on a pris un acide d'un côté, une base de l'autre, et on peut jouer sur ces changements de couleur. Pourquoi ? Parce qu'on change la forme de la molécule. Vous savez, la molécule elle avait la tête là, du coup elle absorbait certaines choses, elle réémettait certaines autres, et puis du coup elle avait une certaine couleur. Et puis quand je mets un acide, elle change de forme comme ça, et alors du coup, elle n'absorbe pas la même chose. Du coup, elle n'absorbe pas la même chose, elle ne réémet pas la même chose, donc du coup ça change la couleur, quoi. Alors là, c'est un peu la même idée. On change la forme de la molécule, mais pas avec des acides et des bases, mais comment les molécules s'emboîtent les unes dans les autres. En fait, au départ, j'avais quelque chose de jaune. C'était quoi ? C'était du fer qui rouillait. Et puis finalement, ça fait cette espèce de couleur jaune-rouge que vous connaissez. Très bien. Le fer, il est là, il se balade. Il a 3 charges positives. Puis quand on a des charges positives au pays des molécules, c'est comme quand on a des sous chez nous. Hein. Vous arrivez comme ça avec 3 charges positives. Il y a tout le monde qui fait « Ah, c'est le fer, il est super, il a 3 charges positives, il est génial, je vais essayer de l'approcher et tout. » Bon, voilà, c'est comme ça. Donc il arrive, le fer, il fait « c'est moi, ta la 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 la. » Et tout le monde arrive autour de lui, ça va, ça vient, jamais les mêmes personnes et tout, parce que finalement, vous savez, dans ce monde, il n'y a pas d'amis. Je suis navré de vous le dire, les gens, vous ne pouvez pas compter sur eux. C'est comme ça. J'y peux rien, c'est pas moi qui ai fait la nature. Hein. Bon, et alors du coup, ça va, ça vient, c'est jamais les mêmes personnes. Alors du coup, un jour, le fer se retrouve avec quelqu'un qui a vraiment des charges, qui est comme lui, qui considère qu'il est du même rang. Vous voyez, c'est ça, c'est un peu honteux, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va jeter tous ses amis d'avant, et il va prendre la nouvelle personne. Parce que c'est comme ça. On a beau travailler avec des gens pendant des années, mais c'est comme ça, voilà, d'un jour au lendemain, on peut faire autre chose. On est tout le temps comme ça. Voilà, c'est l'humain, je ne peux pas critiquer l'humain, ce n'est pas normal. Et alors, voilà, vous voyez, c'est comme ça, le fer qui est là comme ça, et puis alors, il jette tout le monde, il reprend quelqu'un d'autre. Et ça change de couleur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Je rajoute un autre protagoniste. C'est-à-dire quelqu'un qui comble ici ce qu'il y a autour de ce qui se mettait autour du fer. Le fer, pendant un moment, il était très content parce qu'il avait de la nouveauté. Mais quand il voit que cette nouveauté n'est pas très intéressante, que ça ferme de plus en plus de portes, qu'est-ce qu'il fait ? Il reprend l'autre personne, c'est comme ça, parce que finalement, ça va, ça vient. Et c'est ce qui se passe dans ces molécules. Comme quoi, on est tous pareils. Bon, c'est pas tout ça, mais je voulais vous parler encore d'une dernière chose. Je vous ai parlé d'acide de base, et finalement, je ne vous ai pas montré la dernière expérience, qui est quand même géniale. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais prendre ici quelque chose qui est bien acide. Voilà, comme ici, de la glace carbonique. La glace carbonique, c'est génial parce que c'est du gaz carbonique à moins 78 degrés. En fait, il est super froid, donc je vais faire très vite pour ne pas me brûler, bien sûr. Hein. On ne va pas prendre des gants parce qu'on va très vite. Mais normalement, il faut faire très attention. Si on le tient dans la main pendant 5 minutes, c'est pas bon du tout. Hein. Donc, je vais faire très vite. Et vous allez voir que le gaz va directement
ben voilà, pointer son nez. Et comme il pointe son nez et qu'il fait froid, eh bien en fait, eh bien ça fume. Et alors du coup, j'en mets quand même pas mal, hein, parce que c'est rigolo. Voilà, on y va. Et ça, l'avantage c'est que le gaz carbonique, s'il pique la langue, eh bien c'est parce qu'il est acide. Et s'il est acide, eh bien il va changer la couleur ici. Ben finalement, de ma potion qui va finalement devenir incolore d'un côté, comme on l'a vu. Voilà, c'est très sympa. Hein. Voilà, on en met absolument partout. Alors je trouve ça très sympathique. Après, ça devient jaune de l'autre côté. Et puis, alors, si je mets un peu de liquide vaisselle en plus, alors ce qui est incroyable, c'est que ça va mousser. Il y en aura absolument partout. Et puis, ben voilà, ben, je vais terminer là-dessus parce que je suis désolé, mais alors là, ça s'emballe. Ben voilà, ben, je sais plus quoi faire maintenant. Alors attention, oulala, ben ça c'est terrible. Ben, je vous dis, écoutez, faites ce que vous pouvez chez vous, mais moi, je vais faire un brin de ménage. Je crois que c'est la meilleure chose que je peux faire. Voilà. Oh là là. Faut que je prenne la serpillère, je sais pas ce que j'ai fait. C'est terrible, c'est sûr. Hein? Bah faut dire que vous arrivez comme ça, moi, foutu la trouille. Oh. Bah oui, madame, elle a sonné, elle a pas sonné fort, hein. Oui, bon, alors qu'est-ce que je disais, moi? Qu'est-ce que je disais? Ah oui, parce que j'étais plongé dans mes pensées, et du coup, bah, j'ai complètement oublié. Ah oui, la roue de vélo! Mais c'est ça, parce que je me posais une question par rapport à la roue de vélo. Je me disais dans la vie, vous savez, c'est étonnant. Une roue de vélo, finalement. Et plus tard, tout ça, ça tourne. Et puis alors, plus on tourne vite, moins on tombe. Vous voyez, ça c'est quelque chose. Quand on est enfant comme ça, on nous dit mais va vite, je te dis, va vite. Ben, on n'a pas envie, on a peur. On ne peut pas penser que le vélo va nous retenir. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Le mouvement d'une roue de vélo, vous voyez, quand je mets pas de mouvement justement, à cette roue et je la lâche, eh bien une fois elle tombe d'un côté, une fois elle tombe de ce côté, tac, une fois elle tombe de l'autre, tac, une fois elle tombe là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas très déterminé. Elle peut tomber un peu partout parce qu'il y a plein de possibilités d'avoir des systèmes équivalents. Quand ça tombe là, eh bien c'est pareil. Il y a plusieurs symétries. D'accord. Bon. Maintenant, si je mets en rotation rapide ma roue, alors on y va. Et bien cette fois-ci, vous voyez qu'elle tient un peu mieux. Parce qu'en fait, il y a un moment de rotation et elle a envie de conserver ce moment, donc elle est obligée de garder cet axe ici, toujours bien droit. Parce que sinon, elle perd de l'énergie et le système dans l'ensemble perd la loi de conservation également du moment. Et ça ne peut pas être concevable. Ça veut dire qu'en fait, votre roue de vélo, c'est une toupie. Et quand vous avez deux toupies au pied, forcément, plus vous les faites tourner vite, plus c'est stable. Vous voyez comme c'est contre-intuitif cette histoire? C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un monde où les choses peuvent être extrêmement bien déterminées, mais à condition qu'on pose bien les équations. Alors ces équations, ce sont ce qu'on appelle des équations différentielles souvent. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour décrire un mouvement, vous êtes obligé de le mettre avec finalement des équations, c'est-à-dire avec des inconnus et des choses que vous allez trouver. Oui. Et parfois, ce que vous cherchez, vous connaissez les variations de cette chose, mais vous ne connaissez pas cette chose. Et puis des fois, vous connaissez un petit peu des relations par rapport à cette chose et des variations de cette chose. Et quand vous combinez tout ça, eh bien, ça vous fait une équation qu'on appelle équation différentielle, c'est-à-dire vous connaissez la variation et la chose en question. Et à partir de là, vous allez pouvoir résoudre cette équation et essayer de trouver une réponse. Alors des fois, il y en a plusieurs solutions à l'équation. Des fois, ça converge vers quelque chose de tout à fait prévisible. Et c'est souvent le cas. C'est ça qui est génial. Alors bien sûr, l'équation différentielle, elle vous permet de comprendre une petite étape. C'est-à-dire, elle sait de là où vous êtes vers là où vous pouvez aller. Vous connaissez l'état du système à un moment donné, vous appliquez votre système d'équation et vous connaissez dans quel état vous allez le retrouver. Sauf que si vous ne savez pas d'où vous partez, vous ne savez pas où vous allez. Donc il vous faut quand même connaître un petit peu quelque chose de sûr qu'on appelle les conditions initiales. Alors je sais que c'est un petit peu théorique et tout ça, mais je vais vous expliquer mieux les choses. Je vous disais que les choses étaient extrêmement bien déterminées. Je vous ai parlé de la roue de vélo. La roue de vélo nous explique aussi le mouvement des planètes dans l'espace tout entier. Vous avez en fait ce mouvement, par exemple vous lâchez quelque chose sur n'importe quelle des planètes, vous avez la gravité qui joue bien sûr, mais vous avez aussi le mouvement des planètes en elles-mêmes qui intervient. Et tout ça nous donne les magnifiques lois de Newton. Alors dans ces lois de Newton, bien sûr, une des plus remarquables, c'est le principe d'inertie.
C'est-à-dire qu'en fait, on peut, avec l'inertie et la gravité, vous montrer quelque chose d'inouï. On peut exactement prédire ce qui va se passer. Vous voyez, par exemple, là, j'ai 4 verres. Je prends une assiette, des rouleaux de papier toilette, vide, c'est possible, voilà. Je place mes rouleaux pile au-dessus de mes verres. Voilà, comme ceci. Donc je m'arrange pour que ce soit bien aligné cette affaire, et je place mes petits, je pourrais prendre des œufs, des vrais œufs, hein. Et moi j'ai décidé de prendre des œufs en plastique avec quelque chose de lourd à l'intérieur. Voilà, mais je pourrais prendre des œufs qui cassent, hein, ça marche tout aussi bien. Mais je m'étais dit comme ça, ça fait moins de tâches, quoi. Parce que j'ai pitié des gens qui nettoient quand même après moi, quoi. Hein, c'est ça le problème. Et je vais essayer de prédire ce qui va se passer dans cette histoire. Je vais pour ça taper très fort ici et je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Si je tape très fort ici, normalement, bon, c'est de la théorie, hein, après il faut voir la pratique, normalement je donne une grande vitesse à cette assiette. Donc l'assiette, elle devrait partir en premier. Seulement, mon petit mobile qui est ici, c'est comme vous finalement dans une voiture. Quand la voiture démarre très fort, votre corps n'est pas attaché directement à la voiture, il y a une certaine mobilité, et puis la tête, elle qui devrait être lourde, c'est pour ça que j'ai mis une charge à l'intérieur. Ah oui, parce que je me dis quand même que vous devriez avoir la tête lourde, hein, forcément, hein, vous écoutez toute la journée des vidéos comme ça, au bout d'un moment... Et donc du coup, eh bien qu'est-ce qui se passe? Vous avancez, enfin la voiture pardon avance, et votre tête finalement elle a un mouvement de recul. En tout cas, c'est comme elle donne un mouvement de recul apparent dans la voiture. Mais si vous restez sur place, en réalité, votre tête reste sur place, mais la voiture est déjà partie. Donc, théoriquement, je dis bien, quand je tape très fort ici, eh bien, la tête devrait rester en place. Mais seulement après, la gravité va la tirer. Floum, et on va voir ce qui se passe. Alors on y va, attention, c'est parti. Oh, 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 oh. C'est chaud, 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 chaud. Mais on va y aller. C'est là que je préférerais être à votre place qu'à la mienne. Bah, c'est évident, hein. Assis dans un canapé en train de regarder un gugus qui s'excite, c'est quand même mieux que... Hein, enfin, moi, je dis rien. Attention, on y va. Ah, bah, j'ai tout gardé. Oh là là. J'en ai fait 2. Mais c'est pas grave, je vais la refaire. Je la refais. Ah si, c'est parce que ça doit être prévisible, cette histoire, c'est pas possible. Alors on y va, on recommence. Vous voyez pourquoi je prends pas des œufs, hein, mais chez vous, faites-le, faites avec tout un tas de trucs, essayez. On va essayer, c'est parti. Là. Vous voyez, alors, c'est prévisible, mais il y a également des frottements des fois. Bah oui, frottement de mon assiette. Donc du coup... ça marche pas toujours aussi bien, mais on va réessayer encore. Puis le but, c'est que je casse pas la caméra non plus. Vous voyez, c'est ça le problème. Parce que d'habitude, je tape comme ça, hein, mais je tue tout le monde. Dans ce cas-là, c'est pas pratique. Hein. Attention, on y va. Et voilà, totalement prévisible. 1, 2, 3, 4, hop là, c'est fait. Ça veut dire que les lois de Newton, elles sont cool. Elles fonctionnent très bien. Et alors on peut aller beaucoup plus loin, parce qu'il y a plein d'autres, bien sûr, lois qui fonctionnent comme ça. Hein. Je veux dire, tous les mouvements autour de nous, on a même, ça explique tout un tas de choses. Regardez, vous avez par exemple une tornade qui se crée, par exemple, dans un récipient. Je crée une tornade. On ne voit pas forcément que le liquide est en train de bouger un tout petit peu au niveau de la surface, mais tellement peu. Par contre, je peux faire la chose suivante, je peux laisser déjà mon petit bâton à l'intérieur. Je vois que le bâton bouge. Bah, c'est bel et bien qu'il y a un mouvement. Pourtant, il n'était pas apparent. D'accord. Donc je recommence, je fais mon mouvement. Et je peux finalement créer une tornade en la colorant. Cette fois-ci, je vais pouvoir voir où elle est. Vous voyez que j'ai cette fois-ci un joli petit mouvement. Je vais mettre un peu de blanc pour que vous puissiez mieux voir, bien sûr. Et là, vous voyez qu'il y a un mouvement totalement prévisible au départ. Alors prévisible, oui, je vois dans quel sens ça tourne. Par contre, quant aux tout petits détails qui sont à l'intérieur, oui, si vous regardez très près les choses ici, il y a plein de choses que vous ne voyez pas trop comment ça part une fois d'un côté, un peu plus de l'autre. C'est pas toujours très prévisible. Pourquoi? Parce que ça dépend énormément des conditions initiales. En fait, les conditions initiales, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez au départ quelque chose qui est parfaitement bien connu. Donc vous savez dans quelle direction ça va aller. Sauf que, pas de chance. C'était pas exactement où vous pensiez, mais juste un tout petit peu à côté. Et parfois, quand vous appliquez l'équation, eh bien, ça donne pas juste une toute... Si vous aviez le premier qui donne ça,
juste un petit peu à côté, ça donne pas juste un petit peu là. Ça peut partir ici, ça peut partir là, ça peut partir là, ça peut partir là, ça peut partir dans toutes les directions. Et là, ça devient carrément chaotique. Alors, un mouvement apparemment simple peut devenir très vite chaotique. On dit que le système est instable, on dit que le système finalement devient trop complexe, etc., etc. Pour vous l'exprimer, j'ai pensé vous parler de cette histoire-là, un pendule chaotique. Ça vous explique pourquoi on se casse la figure quand on va au ski. Bah oui, si, je vois bien madame et monsieur, là, vous, oui. Hein, bah c'est quand on vient comme ça, c'est que juste avant on a fait du ski, puis que, hein, bon voilà, bah oui. Regardez. Quand vous marchez, déjà c'est drôle, pourquoi est-ce qu'on lève une jambe droite par exemple, et juste après on lève la jambe gauche, droite, gauche, on alterne, droite, gauche, on alterne tout le temps. On ne fait pas en fait le même pied, la même jambe du même côté. Pourquoi ? Parce que c'est esthétique. Non, c'est pas esthétique, non, c'est une question d'équilibre. Bah, quand vous levez une jambe d'un côté, forcément, et alors du coup, il faut compenser de l'autre côté. Et alors du coup, on trouve de nouveau l'équilibre. Bon, bah très bien. Donc ce pendule-là, par exemple, eh bien, il montre comment on agite les bras, vous voyez, tranquillement, tchac, 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 pour trouver l'équilibre. Oui, seulement ce pendule devient vite chaotique. Pourquoi ? Parce que je lui ai attaché les pieds au sol. Donc déjà, il bouge que les bras. Donc il est comme vous, avec ses skis ici, et puis là, en train de bouger. Et quand je bouge ce bras, comme il a la possibilité ici d'avoir un petit mouvement, ça c'est une équation différentielle au départ simple, le pendule juste qui se déplace. Le fait que j'ai un pli ici la complique un petit peu. Le fait que j'ai deux bras la complique encore plus. Et surtout, les conditions initiales changent sans cesse. À partir du moment où celle-ci commence à vibrer, celle-ci commence à modifier ses conditions initiales, qui pourtant étaient peut-être les mêmes que l'autre au départ. Et du coup, mais le résultat change, puisque du coup, une petite vibration, et hop, je plie un peu plus le coude. Et pour compenser, je fais ça. Et pour compenser encore la variation de machin, je fais une autre variation. Et au final, le mouvement devient complètement chaotique. Bon, je parle beaucoup. Le mieux, c'est quand même de vous montrer. Regardez. Imaginez que vous êtes au ski, voilà le mouvement qu'il faut faire pour ne pas tomber. Oui, madame, vous ne le faites pas, c'est pour ça que vous tombez. Il faut déjà se casser les coudes, hein, c'est déjà pas très pratique. Regarde, en fait, mon pendule trouve toujours la solution d'équilibre. Seulement, vous pas, hein, apparemment. Hein. Oui. Et donc, du coup, regardez le mouvement qu'il faut faire. Alors là, il n'utilise plus qu'un bras, pourquoi pas. Et je vais réessayer. Vous allez dire, j'apprends la chorégraphie, je me casse les coudes, j'y vais, tout ça, machin. Mais vous ne pouvez pas, parce que si vous relancez, même si les conditions sont apparemment très proches, eh bien, le résultat est à nouveau complètement différent. Alors ça, il faut le faire. Hein. Je veux dire, très honnêtement, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Voyez ? Et je peux comme ça lancer le pendule une fois, deux fois, trois fois. Regardez, ça part, mais n'importe comment. Et donc, ça veut dire que des petites variations peuvent avoir de grandes conséquences. Oula, oui, effectivement, des grandes conséquences. J'avais même pas vu l'heure qui passe. Regardez-moi ça. Vous me papoutez pendant je sais pas combien de temps. Et puis, du coup, j'oublie. Voilà, petite variation, grande conséquence. Bon, allez, à tout à l'heure, parce que moi, j'en ai... Oh là là là, je vais être en retard. Oui, je peux pas prendre le vélo, j'ai démonté la roue. Mais c'est non, c'est cette histoire. N'importe quoi, quand même, cette histoire. C'est pas possible, cette histoire. Une fois vous êtes à l'heure. Bon, ça va. Je vais vous montrer un truc génial. J'ai ramené ça. Hop. Ça, c'est bien sympa. Voilà, parce que je vous l'avais promis. Hein, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Je sais pas si je l'avais dit. Une réaction qui est très sympathique. Parce qu'au niveau de la chimie, on peut faire des expériences très sympathiques. Vous voyez, assez facilement. Oula, ça s'emballe un petit peu, là, peut-être. Voilà, parce que, ça fume. C'est pas grave. Non, parce que... En fait, c'est surtout une réaction au départ qui produit de la lumière. Alors, elle est très sympathique. Elle est un petit peu... elle fait de la fumée et de la lumière. Et tout. C'est pas grave. Elle fait surtout beaucoup de fumée. Couchez. Parce que le problème, c'est que comme elle fait de la fumée, c'est un colloïde. C'est quelque chose d'intéressant, les colloïdes. Hein. Vous savez que les colloïdes, en fait, ce sont des particules mélangées aux autres. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir, là, par exemple, la fumée qui est en train de se dégager. Ce sont des particules de solide, finalement, en milieu d'un gaz. Oui, alors on va peut-être quand même éviter que
On en est absolument partout. Je pourrais vous montrer un autre type de colloïde. Parce que les colloïdes, ça veut dire système dispersé. Je peux avoir du solide dans un liquide, je peux avoir du liquide dans un gaz dans un solide, enfin toutes les possibilités, ce ne sont pas des substances pures. Vous voyez là, j'ai pris une substance pure, je l'ai mélangée avec l'autre, et du coup j'ai une réaction chimique, mais au final, je peux avoir un système dispersé, des petites cendres en quelque sorte, qui se sont évaporées comme ceci, enfin qui ont essayé de s'échapper, pendant que le gaz ici s'évaporait. Et puis vous aviez ce colloïde qui était là. Ah ouais, c'est chouette. On pourra en fabriquer plein d'autres. Tiens, j'ai une idée. Là, je vous ai proposé donc solide dans gaz. Je vais essayer de vous parler liquide dans liquide. Parce que vous pouvez avoir aussi du liquide dans du liquide. Ah bah oui. Par exemple, regardez ici. Si je prends du lait. Qu'est-ce que c'est que du lait? Prenons du lait et vous allez voir. Du lait, vu au microscope, ce sont des petites gouttelettes d'huile en suspension dans l'eau. Un peu comme du papier bulle. Vous voyez, on ne voit pas bien à travers, justement, parce que quand vous avez toutes ces petites gouttelettes les unes par rapport aux autres, ça fait un liquide blanc. Donc si je pouvais voir au microscope, je verrais en fait ces gouttelettes d'huile, de graisse en quelque sorte, en suspension dans l'eau, et puis les protéines qui tiennent tout ça. Alors là, je prends un grand récipient avec du lait, alors je le verse pour montrer que c'est vraiment du lait liquide. Bon, j'en mets partout, mais c'est pas grave ça. Voilà. Et je prends ici un petit peu de vinaigre. Je remonte un peu les manches, parce que des fois dans la vie, il faut savoir se remonter un peu les manches pour faire les choses bien. Et puis je vais y aller. Alors ça, on y va. Oh là là, il y en a partout. Alors ça, j'en ai mis vraiment partout. Alors, je vais essayer de sortir. C'est étonnant, quand même, ce qu'on arrive à sortir de ce bac-là. Alors, je vais en prendre encore un peu plus. Voilà. J'arrive à sortir cette grosse masse qui est là, qui est finalement un colloïde, maintenant un nouveau colloïde. Je viens de rassembler toutes les petites gouttelettes et toutes les protéines qui tiennent ensemble, en quelque sorte. Et puis, j'ai fabriqué un fromage. J'ai fabriqué un gros fromage. Alors, parce que finalement... Alors, j'ai essayé de récupérer tous les morceaux du fromage. Parce que là, ça fait une grosse mozzarella. Voilà. Et puis, je vais la presser, cette mozzarella. J'en ai un petit peu. C'est marrant, quand même, ce qu'on obtient. Alors, oui, chez vous, si vous faites l'expérience, ça sert à rien de prendre du lait de vache. Ah ben non, parce que je vous ai pas dit, c'est pas du lait de vache que j'ai pris. Comment ça, lait égale vache? Je vois monsieur qui dit lait égale vache. Pourquoi lait égale vache? Non, lait égale lait. Qu'est-ce que ça veut dire liquide? Un lait, c'est un liquide dans lequel on ne voit pas à travers et qui est blanc. Pourquoi? Parce que justement, il y a des gouttelettes en suspension et ces gouttelettes font que la lumière rebondit, ping, 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 ping sur les gouttelettes dans tous les sens. Et comme la lumière est blanche, elle renvoie du coup une couleur blanche. Ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit une vache. Oui, il y a aussi les chèvres qui font du lait, oui. Enfin, pour être honnête, il y a tous les mammifères. Ou même, pour être tout à fait précis, les femelles mammifères. Oui, qui ont des mamelles pour nourrir leurs petits, et donc du coup, forcément, elles produisent du lait. Mais le soja, monsieur, ce n'est pas une... Non, je suis désolé, ce n'est pas une femelle mammifère. Alors comment c'est possible qu'ils fassent du lait? Parce que ce sont des gouttelettes d'huile de soja dans l'eau. C'est pareil, voilà. Alors c'est pas un lait, bien sûr, au sens lait animal, bien sûr. Alors il y en a qui disent des jus végétaux, etc., pour pas qu'on donne quand même aux enfants juste ce genre de choses. Mais c'est quand même un lait au sens chimique du terme. Voilà. Alors j'ai mon fromage, et puis alors quand je presse... Oh là, j'en mets partout. J'en mets partout. Excusez-moi. Quoi? C'est sur vos chaussures, monsieur. J'y peux rien, faut pas venir aussi près. Distanciation physique, vous savez ce que ça veut dire? Voilà. Oui, forcément. Il n'y a pas le masque, il faut ramener des bottes maintenant, quand on vient avec moi. C'est comme ça. Et alors, ce qui est étonnant, regardez, c'est que ça rebondit. Je vous ai pas dit qu'est-ce que c'était pour du lait? Non, je vous ai pas dit ce que c'était pour du lait, parce que vous m'avez pas posé la question. Voilà, c'est quoi pour du lait? Bon, alors c'est du lait de pissenlit. Comment? Non, ça n'est pas une femelle mammifère non plus, le pissenlit, j'ai bien compris, oui. Et puis, c'est pas facile à traire. Oui, ça, j'ai bien compris aussi. Oui, non, mais c'est-à-dire que j'ai pas trait des pissenlits. C'est-à-dire, c'est le lait, quand vous coupez le pissenlit, vous avez une espèce de liquide qu'on appelle du latex. D'ailleurs, latex, ça vient de lait. Que la voie lactée, tout ça, c'est le même champ lexical. Donc, finalement, c'est du lait, mais de plantes. Qui n'est pas comestible, d'ailleurs, qui donne de la diarrhée. N'essayez pas de boire de ce lait. Mais par contre, il fait un fromage de latex qui est très
Rebondissant. Bah oui, on l'appelle du caoutchouc. Bah oui, forcément, vous le saviez. Donc en fait, quand vous faites du fromage, finalement, de vache, bah, vous faites en quelque sorte du caoutchouc de vache. Voilà, c'est comme ça. Et alors, du coup, vous n'étiez pas obligé de prendre du pissenlit, hein, parce que chez vous, c'est peut-être pas pratique, le pissenlit. Vous pouvez prendre aussi le ficus, vous savez, l'EVA, l'arbre à caoutchouc, enfin, toutes ces choses-là. Puis alors, on en sort des quantités, hein, c'est incroyable, hein, cette histoire. Hein, comment? On va passer à l'autre expérience. Oui, je sais, parce que vous êtes pressé. Bah, je sais bien, on n'a que 10 minutes, là, pour se causer, 5 minutes, là. Bah oui, je sais bien. Alors, bon, je le remets là. Donc, comme quoi, vous avez vu des colloïdes, là, liquide sur liquide, puis après, bah, ce liquide, je peux le rassembler pour faire une espèce de balle rebondissante. Tiens, tant que je suis dans les solides, avec les liquides, je vais faire une autre expérience. Oh, vous avez peut-être déjà entendu parler. Elle s'appelle fabriquer un fluide réoépaississant antitixotrope non newtonien. Ben non, c'est pas une blague. C'est comme ça. Quoi? Ben, ça veut dire quoi, fluide? Ben, qui bouge, d'accord. Réoépaississant, ben, ça veut dire qu'en fait, quand on appuie dessus, ben, lui, il devient dur. Ben, c'est un petit peu comme une mule. Quand vous tirez une mule, plus vous tirez dessus, moins elle a envie d'avancer. Ben, lui, c'est pareil. Et puis antitixotrope, c'est l'inverse de tixotrope. Vous allez dire, ça vous aide pas beaucoup, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire tixotrope. Tixotrope, c'est comme les yogourts. Quand vous avez des yogourts, d'ailleurs, qui sont des colloïdes, hein, les yogourts. Et alors, quand vous avez ces yogourts, et quand vous les brassez, ben, plus vous brassez, plus ils deviennent liquides. Bouh. Et ben oui, c'est ça. Et ben lui, c'est l'inverse. Voilà. Alors, comment je fais ça? Ben, je prends tout simplement de l'eau au départ, et puis je prends quelque chose qui peut être en suspension dans l'eau. Alors, le mieux, c'est de prendre de l'amidon avec certaines tailles de grains. Et la meilleure façon d'avoir ça, c'est d'avoir de la fécule de maïs chez soi. Hein, voilà. Alors, je ne vous donne pas de marque, hein, mais vous en connaissez certainement plein. Voilà. Et on en met, et on mélange. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette expérience. Peut-être que vous ne l'avez jamais testée en vrai, ou alors sur des petites quantités. Moi, je vous invite à en fabriquer une piscine entière. Hein. Alors, c'est un petit peu cher, donc peut-être pas une piscine, mais un saladier. Hein, et vous allez voir que c'est sympa. Alors, on va en mettre. Puis on en met partout. De toute façon, aujourd'hui, c'est pas grave. Hein, bah oui. Allez, hop. On y va. Voilà, il faut en mettre une bonne quantité pour être sûr. Parce qu'au début, ce qui est drôle, c'est que cet amidon qui est là, eh bien, il va flotter à la surface, et puis tout d'un coup, il va s'imbiber un petit peu, et puis ça va commencer à couler. Puis vous avez une espèce de soupe comme ça qui se forme. Alors ça, c'est intéressant, mais pas assez. Et puis quand vous en remettez, ben, il se forme des grumeaux. Des grumeaux solides tout d'abord, alors ça c'est intéressant. Mais moi ce qui m'intéressait c'est fabriquer des grumeaux liquides. Alors je vais vous montrer, enfin grumeaux entre le liquide et le solide, vous allez voir. Voilà, je continue. J'en mets encore un petit peu. Il faut être généreux hein, en cuisine, de toute façon toujours. Hein, c'est gourmand, comme il dit toujours notre ami. Ben, voilà. Alors on y va, hop. On en met encore un petit peu. Un petit peu. Faut pas en mettre de trop non plus, mais vous allez sentir assez vite les choses parce qu'il y a un moment, ça ressemble à un vieux fromage. Vous allez voir, on va y arriver. Voilà. Oh bah je vais verser le reste, tiens, tant qu'à faire. Encore un petit peu. Ouais, c'est pour ça qu'une piscine, hein, c'est vrai que je comprends que c'est pas tous les jours qu'on peut faire. Hein. Bon, je m'étais quand même amusé à le faire. C'est quand même assez sympathique. Et vous allez voir que ça donne des choses relativement agréables. Alors, bah, en plus, c'est doux pour la peau. D'ailleurs, la crème, vous savez qu'on utilise pour la peau, ben, c'est un colloïde, ben oui. Et là, quel type de colloïde j'ai? Eh bien, j'ai la fécule qui reste en suspension, comme la pâte à crêpes, comme la colle à tapisserie, enfin, toutes ces choses-là. Et donc, ça veut dire que les deux ne se mélangent pas, ce n'est pas une solution, mais bien une suspension. Les particules ne veulent pas se mélanger à l'eau. Il y a une partie qui aime l'eau, une autre partie qui n'aime pas l'eau. Et au bout d'un moment, j'obtiens, regardez, ceci. Et ceci, j'ai mon sucre qui m'embête. Ceci, c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qui coule. Voilà. Mais pourtant, qui peut se casser en morceaux. Alors, si ça se casse en morceaux, on appelle ça un solide. Mais s'il coule, on appelle ça un liquide. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un solide ou d'un liquide? On aurait pu appeler ça un solique, moitié solide, moitié liquide. Mais finalement, les scientifiques ont préféré ce nom charmant de fluide réoépaississant antitixotrope non newtonien. Ah, je vous ai pas dit pourquoi on dit non newtonien? Parce qu'en fait, les lois de Newton en fait, marchent pas du tout pour l'écoulement de ce fluide. Alors on y va, je continue, je mets la suite. Et là, on a pile la bonne quantité, j'espère en tout cas. On y va, voilà. Et quand on a la bonne quantité, ce qui est drôle, c'est que cette fois-ci, on peut taper dessus. Et si je tape dessus, alors je vais peut-être en mettre encore un tout petit peu, parce que c'est vraiment à quelques
grammes près, alors qu'on en a mis des kilos, c'est ça qui est incroyable, mais c'est quand même à des grammes près que les choses se font. Eh bien, quand vous tapez sur la surface de ce liquide, eh bien, en fait, il va se rigidifier. Et au bout d'un moment, il est tellement rigide, en fait, qu'il n'y a pas d'éclaboussure. Alors, encore un tout petit peu, on y va. Allez, voilà. Ah là. Et là, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, ça devient complètement dur. Et si j'y vais tout doucement, par contre, c'est complètement liquide. Donc dans un cas, il se comporte comme un solide, dans l'autre cas, il se comporte comme un liquide. Et si je vais très vite, bien sûr, je prends le saladier avec. Alors, bien sûr, j'arrive plus à sortir, c'est ça qui est difficile. Mais vous pouvez vous amuser chez vous. Vous pouvez même faire une piscine, faire courir les enfants dessus, enfin, voilà. Comment ça fonctionne ? Ah, je ne vous ai pas dit. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je vais vite, les petits grains n'ont pas le temps de se déplacer et du coup, le liquide reste enfermé à l'intérieur. Vous voyez, je peux taper, ça ne sort pas. Et quand je vais doucement, par contre, les petits grains peuvent se déplacer et le liquide coule. En gros, ça dépend de la vitesse à laquelle je me déplace par rapport au liquide. Bon, comme j'en ai mis partout, je vais aller jusqu'au bout et vous donner ma dernière expérience sur les colloïdes. On pourrait fabriquer cette fois-ci un colloïde très sympathique, ici, à partir d'un liquide, oui, c'est ça, qui produirait un gaz. Si on faisait ça, on aurait enfermé finalement des bulles de gaz dans un liquide. Vous allez me dire, c'est facile, je prends du savon, et puis finalement, je fais un bain moussant. C'est ce que je vous propose. Mais en plus, un bain moussant assez rapide, et qui est capable de chauffer. Alors pour cela, je prends un liquide qui est quand même assez délicat. Il ne faut pas en mettre... Là, je sais ce que je suis en train de faire, donc on fait quand même attention, parce que c'est un liquide quand même qui mérite de ne pas être mis en contact avec notre peau, nos yeux et tout ça. Donc on fait les choses quand même correctement. Et puis je vais vous montrer, quand celui-ci se décompose, il s'agit de peroxyde d'hydrogène, et ce peroxyde d'hydrogène, quand il se décompose, eh bien en fait, il produit d'un côté de l'oxygène et de l'autre côté de l'eau. Donc je mets un petit peu de savon pour piéger notre oxygène. Je vais enlever tout ça pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, et on va se mettre devant. On va faire un tout petit peu de place. Parce que c'est vrai que j'ai envahi carrément toute cette histoire. Voilà, là on est bien. On est bien. J'ai mis un petit peu de savon ici. Je vais mettre un petit peu de savon là. Je ne sais pas si j'en avais déjà mis, mais c'est pas grave. Vaut mieux en mettre 2 fois plutôt que pas du tout. Et puis je vais décomposer, vous voyez, en mettant un liquide ici. Enfin, c'est une solution. Cette fois-ci, pas une suspension, d'un catalyseur qui est capable de décomposer cette eau oxygénée assez rapidement. Alors j'en mets ici un petit peu, et pendant ce temps, je mets le reste là, pour que vous puissiez bien voir ce qui va se passer. Et on voit que la réaction commence à mousser. Et comme elle mousse, on se dit, c'est bien finalement, c'est assez chouette, puisque ça veut dire qu'il se dégage quelque chose. Oui, mais la seule chose, c'est que ça commence à chauffer. Et quand ça chauffe, le problème, c'est que les bulles commencent à prendre de plus en plus de place. Et comme elles commencent à prendre de plus en plus de place, moi, je suis là, derrière, et puis je suis embêté. Parce que comme elles prennent de plus en plus de place, on ne me voit plus. Et du coup, je suis là à m'agiter, et puis vous avez compris ce que c'est qu'un colloïde. C'est l'essentiel, mais en attendant, j'en ai plein la table, des colloïdes. C'est pas possible, il va falloir que je passe la serpillière, et ça, c'est pas un colloïde.